Bonjour à tous, c'est Cédric, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux exercices à l'aide d'un outil de conditionnement physique qui vient de Russie et qui est couramment appelé Kettlebell. Une kettlebell est une boule en métal qui possède une anse et dont la base, à l'opposé de l'anse, est plate afin de faciliter bien des manœuvres du poids en question. Dans le dictionnaire français-anglais, qui me semble le plus complet à ce jour pour un francophone, le dictionnaire Arabs Shorter, le mot kettlebell n'existe pas dans l'édition que j'ai entre les mains. En revanche, les deux mots qui composent le mot kettlebell, eux, s'y trouvent. Ce qu'on appelle kettlebell en anglais est en effet composé de deux mots anglais, kettle qui signifie bouilloire et bell qui signifie cloche. La traduction littérale de l'anglais au français pour le mot kettlebell serait donc cloche bouilloire, c'est-à-dire cloche en forme de bouilloire. On comprend bien que c'est une allusion métaphorique en raison de sa forme. Mais originellement, ce qu'on appelle kettlebell s'appelle giria en Russie. Dans un dictionnaire que j'ai acheté en Russie, il y est mentionné que cela signifie poids. Son pluriel est giri, qui signifie lui aussi, bien sûr, poids. Mais chose intéressante, pour son pluriel, on trouve dans le dictionnaire la mention halter au pluriel, après celle de poids, chose qui n'est pas précisée pour son singulier. Ceci est dû au fait qu'il semble que par le passé, la première utilisation de ce qui est appelé kettlebell aujourd'hui est née dans la vie quotidienne en Russie comme étant un outil de pesée lors de quantités importantes de marchandises, comme des sacs de grains ou de pommes de terre par exemple. Quand je vivais en Russie, plus exactement en Sibérie, un jour dans une discussion j'ai parlé des kettlebells avec un retraité des chemins de fer. Pour résumer, il me raconta qu'à une époque, les kettlebells étaient couramment utilisés comme des poids de mesure. À travers ce qu'il m'a raconté, j'y ai vu une confirmation de cette partie de l'histoire des kettlebells. Une kettlebell est un objet compact et lourd, et ceci est probablement la raison pour laquelle il fut intégré au fil du temps dans des activités dites de force et de conditionnement physique. Avec le temps, divers éléments ont conduit au fait que la pratique avec les kettlebells a évolué et est devenue une pratique très complète de conditionnement physique. Le système de conditionnement physique qui a été développé avec des kettlebells a été étudié de près par des scientifiques en Russie depuis des décennies et il s'est avéré que ce système produit des résultats très importants en termes de conditionnement physique. L'efficacité de ce système de conditionnement physique est aujourd'hui de renommée mondiale. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que la science a découvert vis-à-vis des bénéfices que procure l'entraînement avec des kettlebells. Des études scientifiques ont même expliqué que les spécificités techniques de l'objet produisent des effets de conditionnement physique très spéciaux qui sont très différents de l'entraînement avec des haltères. La pratique des kettlebells est pour tout le monde. En Russie, même des enfants s'essaient au mouvement que pratiquent leurs parents. En Russie, l'entraînement au giri a toujours été synonyme de force. Dans la pensée russe, un homme ou une femme qui s'exerce avec des kettlebells est associé à une personne qui est physiquement puissante ou qui va le devenir à force de s'entraîner. Aux femmes qui m'écoutent, sachez qu'un entraînement adéquat vous permettra de conserver un physique très féminin tout en ayant des capacités athlétiques de haut niveau. L'un n'empêche pas l'autre. Donc l'entraînement au kettlebell est vraiment pour tout le monde. Voilà, après cette petite introduction, passons maintenant aux exercices du jour. Placez une guérilla entre vos jambes. Écartez les pieds un peu plus que la largeur des épaules. Une largeur de pied de plus, de chaque côté de la largeur des épaules, suffit. Pour protéger vos genoux, ouvrez les pieds jusqu'à 45 degrés afin d'aligner la direction de flexion des genoux avec les orteils lors du fléchissement des jambes. Durant tout le mouvement, veillez à ce que vos épaules ne remontent pas de façon importante. Au contraire, maintenez vos épaules vers le bas, loin des oreilles. On appelle cela l'anti-haussement ou l'anti-shrug. Vous pouvez porter le poids de votre corps essentiellement sur les talons. En conservant le dos droit, fléchissez les genoux et le buste à partir du bassin. Poussez bien le coccyx et les fessiers en arrière. Bras tendus, les bras sont toujours tendus, dirigez vos mains vers votre guérilla. Les genoux doivent toujours se fléchir dans la direction des pieds. Donc si vous avez tendance à ce que vos genoux rentrent vers la ligne centrale de votre corps, pour vous assurer qu'ils se meuvent correctement, vous pouvez les pousser volontairement dans la bonne direction pendant la flexion et la remontée.
Et de manière générale, si vous n'avez pas ce défaut, le plus simple est tout de même de faire quelques flexions légères avant de soulever votre guérilla pour vous assurer que vos pieds et vos genoux s'alignent bien dans la même direction lorsque vous fléchissez les genoux. Les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des orteils. À un niveau plus avancé, on peut même essayer de faire en sorte que les genoux ne dépassent pas le centre du pied. Ce détail plus avancé permet de maintenir une puissante tension dans les ischio-jambiers. Il existe un exercice permettant de maîtriser ce détail technique. Saisissez votre guérilla à deux mains. Les pouces participent aussi à la saisie. Dans cette position basse de saisie de votre guérilla, le bas du dos doit être droit et peut même être cambré. N'arrondissez jamais le dos durant l'intégralité du mouvement afin de permettre un puissant renforcement dorsal. Le bassin doit toujours être plus haut que les genoux, même dans la position la plus basse du mouvement. En conservant le dos droit et les bras tendus, soulevez votre guérilla. Notez qu'il est important de s'efforcer de conserver la nuque dans l'alignement du buste. Durant tout le mouvement, évitez de courber la nuque. C'est la façon la plus sécuritaire de la positionner. Dans cette façon de faire, on regarde le sol devant soi quand on se baisse, mais on ne regarde pas nécessairement la kettlebell, et on regarde devant soi en remontant. En position haute du mouvement, quand vous vous êtes redressé tout en tenant la guérilla dans les mains, vous pouvez verrouiller vos genoux avant de les déverrouiller bien sûr pour redescendre. Puis, toujours en conservant le dos droit, redescendez votre guérilla au sol. Ici, il est important de faire de son mieux pour la poser délicatement au sol. Ce contrôle augmente la difficulté de l'exercice et est donc un atout dans le développement de votre condition physique. Posez votre guérilla au sol, puis les mains vides, redressez-vous avant de vous baisser à nouveau pour recommencer la séquence. Se baisser vers la guérilla, la saisir, se redresser en la soulevant, la reposer au sol et se redresser sans l'avoir entre les mains. Toutes ces étapes correspondent à une seule répétition du mouvement. La pratique respiratoire que je vous conseille durant la pratique est la suivante. Inspiration en descendant pour saisir votre guérilla. Expiration en soulevant la guérilla. Continuez à expirer en reposant la guérilla. Inspiration en remontant sans guérilla. Continuez à inspirer en descendant pour ressaisir votre guérilla. Inspirez toujours par le nez. Pour l'expiration, c'est différent. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Votre expiration peut être dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez souffler fort si vous en avez besoin. Il existe différentes façons pour expirer, mais je ne vais pas vous les présenter maintenant. Un point important, quand vous expirez, contractez le périnée comme si vous le remontiez et rapprochez votre nombril de votre colonne vertébrale par contraction de la ceinture abdominale. Vous pouvez contracter le périnée dans un premier temps, puis dans un second temps, rentrer le nombril et contracter la sangle abdominale selon votre besoin. Ou alors vous pouvez faire les deux simultanément, contracter le périnée et la sangle abdominale en même temps. Pour un meilleur contrôle, je vous recommande le premier mode. On contracte le périnée d'abord et ensuite la sangle abdominale. Et lorsque les deux sont en place, on soulève le poids. Bien sûr, vous pouvez doser la contraction que vous réalisez, autant dans la zone périnéale que dans la zone abdominale, en fonction de l'effort que vous avez à faire. Mais quelle que soit la force que vous appliquez, dans tous les cas, contractez toujours le périnée et la sangle abdominale de votre mieux durant toute la durée de l'expiration. Et quand vous inspirez, vous relâchez toute contraction. Vous laissez le diaphragme descendre et le périnée se relâcher. L'exercice est le même que l'exercice numéro 1 à une différence près. Ici, vous ne lâchez jamais votre guérilla de vos mains. Lorsqu'elle arrive au niveau du sol, elle touche le sol, puis vous remontez sans la poser. Vous inspirez en descendant, vous expirez en remontant. Ici aussi, vous couplez à votre respiration les éléments dont j'ai parlé précédemment pour le périnée et la ceinture abdominale. Soulever une charge reposant par terre, c'est la compétence de force la plus fondamentale qui soit, et une compétence très utile dans la vie quotidienne. Malgré cela, cette action peut être un véritable challenge de très haut niveau. La version que je vous ai montrée à l'écran pour faire ces deux exercices, c'est la version la plus facile de toutes. Une version plus difficile consiste à fléchir beaucoup plus les hanches que les genoux. Mais si vous êtes trop raide, ce sera plus difficile pour vous à accomplir. Dans ce cas, mettre votre guérilla sur un support pour la surélever à la hauteur désirée peut être une solution.
mais je peux également vous enseigner des exercices d'assouplissement et des exercices préparatoires qui vous permettront de maîtriser cette seconde version, celle où les hanches se fléchissent plus que les genoux, ce qui est donc une version dans laquelle le buste est beaucoup plus sollicité lors du relevé. Je recommande aux femmes de commencer avec un guérilla de 8 kg et aux hommes avec un guérilla de 16 kg. Lorsque vous êtes à l'aise avec l'exercice, augmentez le poids de votre guérilla. Procurez-vous-en une autre de 2 à 4 kg de plus, et éventuellement un peu plus même si vous vous en sentez capable. À chaque fois que vous êtes à l'aise avec un poids, changez à nouveau le poids en vous procurant un guérilla plus lourd d'au moins 2 à 4 kg de plus. Ces deux exercices peuvent se faire avec n'importe quel poids. Il existe des guérillas qui vont jusqu'à 92 kg la pièce. Par un moyen très simple, il est possible d'en soulever jusqu'à 4 à la fois, en soulevant 2 par bras, c'est-à-dire qu'il est possible de soulever 368 kg, soit 184 kg par bras. On peut soulever plus lourd encore, uniquement en utilisant des guérilles, mais ceci nécessite l'un ou l'autre de petits aménagements, cependant très simples à mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, n'utilisez jamais de ceinture de musculation pour maintenir votre dos lorsque vous soulevez des poids. Si vous êtes obligé de recourir à une ceinture extérieure pour maintenir une partie de votre buste, alors c'est que votre structure est trop faible pour le poids en question. Remplacez toujours l'utilisation d'une ceinture de soutien par la maîtrise à un haut niveau du gainage, du mouvement, de la contraction périnéale et abdominale. Prenez le temps de vous renforcer jusqu'à être capable de soulever un poids en toute sécurité, uniquement par le contrôle de votre corps, sans avoir besoin d'être soutenu ou sécurisé par un objet extérieur. Il en va de votre santé. Faites ce que votre corps peut faire, c'est toujours préférable. Si vous pensez que votre corps a besoin de soutien, si vous avez besoin d'une sécurité, c'est qu'il n'est peut-être pas encore le moment de soulever le poids en question, et qu'il vous faut donc continuer à vous entraîner pour y arriver et pour y être prêt autant mentalement que physiquement. Votre entraînement doit être fonctionnel et respectueux de votre santé pour être réellement utile et pour éviter toute blessure éventuelle.